Petit joueur Deadpool, c'est à Thanos, brandissant fièrement son gant de l'infini qu'il fallait dire. Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Disney, Amazon, Netflix et tout le reste. Évidemment qu'on va en reparler de ce Deadpool qui sent bon l'arnaque comme je les aime, mais deux petites choses avant de commencer. Tout d'abord, il ne vous reste que 15 jours pour profiter du bracelet Batman, la série animée, donc de Bruce Timm, sculpté à la main, fabriqué en France par Nous Sommes des Héros. C'est le drop de février. Vous êtes beaucoup déjà à m'avoir dit « Ah ben on l'a commandé pour mon chéri, pour ma chérie, moi il me plaît et tout ». Donc je réfléchis à mettre un petit mot personnalisé dans chaque colis. Il n'y en a que 50, donc ça devrait être facilement faisable. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et bravo aussi à mes Clermontois, puisque quand j'annonce ma venue à la Clermont Geek les 16 et 17 mars prochains, invité par l'association Teach Drink and Draw avec de superbes dessinatrices, de superbes dessinateurs, et bien vous êtes plus nombreux à me dire « Ah, on passera te voir, vivement que tu y sois et tout », que quand j'annonce ma venue à Paris ou dans n'importe quelle autre convention. Donc les Auvergnats, vous êtes au moins aussi chauds que vos volcans, et c'est ça qui est bon. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 438e JT Comics, c'est la preuve qu'Hollywood est gangréné par la finance. Le film Coyote, Ville Coyote versus Acme a coûté 70 millions de dollars à faire. La Warner décide de ne pas le distribuer elle-même. Elle le propose à Netflix, à Paramount, à Amazon, qui sont tous intéressés, mais l'offre c'est 80 millions non négociables. Donc bon, finalement, ils préfèrent faire une bad girl, le détruire, le rendre inutilisable pour récupérer 40 millions de dollars en réduction d'impôts. Si la Warner commence à produire des westerns, Les Fugitifs risquent de valoir plus cher morts que vifs. À 30 millions de dollars, ça fait cher le brouillon quand même. Mais bon, en attendant, il est temps de passer aux news de la semaine. Faux Christ. Bravo Deadpool qui a vu que le dernier film à avoir dépassé le milliard de dollars au box-office, c'était Barbie. Donc qu'est-ce qu'il a fait de suite? Il s'est déguisé en Ken, mais le genre de Ken que tu aurais pris à coup de chalumeau dans la gueule. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce premier teaser pour Deadpool et Wolverine. En temps, il ne révèle pas grand-chose de l'intrigue, mais on peut voir sur les 2 minutes 25 qu'il n'y a pas forcément eu de Disneyification et que la franchise conserve son ton adulte, ne serait-ce qu'avec la vanne sur la matraque. Je n'ai aucun mal à croire que ce Deadpool sera un carton, il me tarde de le voir, mais par contre là où je suis un petit peu plus mécréant, c'est sur le côté Jésus de Marvel, le Messie. Pour moi, Deadpool ne sauvera pas plus le MCU que Madame Web. Déjà parce qu'il faut peut-être accepter que le MCU n'est pas sauvable et surtout qu'un film n'a pas besoin de dépasser le milliard de dollars au box-office pour être bon. Souvenez-vous de Logan qui a fait seulement 620 millions de dollars au box-office. En partie, il y a une raison, c'est que le film était interdit aux moins de 17 ans, non accompagné par un majeur. Et puis sauver le MCU, ça veut dire quoi au fond? Est-ce que ça veut dire éviter des flops à la The Marvels qui peuvent en partie s'expliquer par le contexte de production, en période de Covid, par le contexte de non-promotion, puisque en période de grève, il y a plein d'autres circonstances évidemment, mais est-ce qu'au final, au fond, il ne faudrait pas mieux cerner les besoins du spectateur post-saga de l'infini? Est-ce que la saga du multivers n'est pas un petit peu trop complexe et en plus miné par des problèmes hors contrôle de Disney à la Jonathan Majors? Est-ce qu'on peut avoir des bijoux comme Loki qui font réellement évoluer le personnage depuis la première fois qu'on l'a vu jusqu'à ici quand même? C'est assez énorme l'évolution de Loki. Est-ce qu'il va falloir tout cerner, tout comprendre pour suivre les prochains films? C'est peut-être ça que se demande le spectateur et c'est là que c'est intéressant de comparer l'approche de Deadpool 3 et de Madame Web, puisque les deux films se situent il y a 20 ans. Donc les deux films jouent sur une forme de nostalgie, la nostalgie de la Fox, des X-Men d'il y a 20 ans, la nostalgie des premiers films de super-héros d'il y a une vingtaine d'années. Madame Web se déroule en 2003, mais là où Deadpool joue justement sur l'hyper-connectivité de ce tissu de films reliés, maintenant en plus la Fox et Marvel peuvent se partager leurs personnages, donc là, il va y avoir énormément de contexte à savoir, à saisir avant pour mieux apprécier le film. Et bien apparemment, Madame Web, qui se fait démonter par la critique, lui joue sur une table rase, un film qui peut se comprendre tout seul sans quasiment rien savoir de l'univers de Spider-Man. Ça tombe bien puisqu'il n'existe pas dans cet univers-là. Est-ce que finalement, comme au tout début du MCU, on ne veut pas des véritables histoires plutôt que des petits chapitres, des pièces de puzzle? On sait toujours qu'il va nous falloir la prochaine et finalement, ça peut être lasse le spectateur. Pour moi, je mise sur le fait que Deadpool ne fasse que ce que Deadpool sait faire de mieux, à savoir le clown, et qu'on ait eu un véritable aperçu avec la scène post-générique du 2, à savoir quand il voyage dans le temps pour réparer des erreurs mineures du genre la naissance d'Hitler et des erreurs majeures comme Ryan Reynolds qui accepte le script de Green Lantern. Je n'ai absolument rien contre les films bac à sable, je n'ai rien contre le fait de revoir Jennifer Garner en Elektra, Ben Affleck en Daredevil, mieux vaut ça que d'être aveugle, mais bon, est-ce que le film aura de véritables conséquences profondes sur le MCU ou est-ce que
ça sera un petit peu comme la scène des Illuminati dans Doctor Strange 2, très vite oubliée, très vite morte. Du coup, ce qui m'excite moi, c'est plutôt de voir quelques secondes cette chauve de dos en impair, hein, qui ressemble fortement à Cassandra Nova, la sœur jumelle de Charles Xavier avec laquelle il se bat directement dans l'utérus, hein, qui est d'une puissance destructrice énorme puisqu'elle est responsable de la mort de 16 millions de mutants quand elle détruit Genosha. Elle sera incarnée par Emma Corrin et il me tarde de voir ce qu'ils en feront si c'est le cas. Je suis excité de voir le dieu empereur Fatalis dans un tout petit easter egg sur la couverture du Secret Wars numéro 5 par Jonathan Hickman et Sadri Beach, Alex Ross à la couverture. Alors, est-ce que ça présage de l'arrivée de Fatalis dans le MCU ? Peut-être pas directement l'empereur dieu Fatalis, hein, qui est capable de mettre à l'amende Thanos et tous les héros de l'univers Marvel. Alors il ne mérite pas non plus d'être introduit au niveau 0 sous les traits de ce type en cosplay low cost de Mad Max, mais il mérite qu'on en prenne soin et qu'on le voit évoluer avec attention, un petit peu comme Loki. Hein. Ce qui m'excite énormément aussi, c'est évidemment de voir Patch, l'alter ego de Wolverine, quand il est bien classe, hein, sur l'île de Madripoor. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Deadpool et Wolverine sera un véritable tournant, une révolution pour le MCU? Est-ce que ça sera juste le délire gore, fun, très violent auquel on s'attend tous, ce qui serait déjà très bien? Sur la toile. Dans le reste de l'actu ciné, ce qui devait arriver arriva. En même temps, quand un film s'appelle Madame Web, c'est pas étonnant que ça soit un beau bordel sur la toile. Le film se fait démonter par la critique violemment, hein, et pas que sur Rotten Tomatoes où on sait que les critiques sont aussi fiables que les tests IST de mon beau-frère, quand on voit que le négatif est marqué avec une autre police parce que c'est retouché sur Photoshop. Les plus taquins ou alors les plus au fond du gouffre vont jusqu'à dire qu'à côté Morbius est un véritable chef-d'œuvre, hein, donc c'est dire. Je vous avoue qu'il me tarde quand même de voir ce film un petit peu par curiosité morbide et puis parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, même si là, bon, on va voir. Mais en tout cas, j'aime bien ce que j'en lis de son approche complètement détachée de toute continuité préexistante. Hein. La course à l'interconnectivité commence un petit peu à me saouler, franchement. Donc, on va voir, hein, même si apparemment on n'est pas dépourvu d'un caméo de May Parker et de l'oncle Ben qui ne sert pas à grand chose, juste un hommage aux comics Spider-Man dans lesquels est apparu Madame Web, un personnage important dans la vie du tisseur. Hein, et pour moi, il peut y avoir des très bons films complètement déconnectés de toute la continuité des comics. Regardez Joker, hein, mais Joker, même il a fallu qu'il foute ses putains de doigts pour faire un massage de gencive au petit Bruce Wayne, ce qui est complètement inutile à mon goût. Attention pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur le prochain Captain America Brave New World, je vous laisse appuyer 2 ou 3 fois sur la flèche de droite, hein, paf paf paf, puisque eh bien, on a vu par un membre de la production, hein, qui a eu donc ils reçoivent toujours des vêtements un petit peu cadeaux pour tous ceux qui ont travaillé sur le film, une veste sur laquelle on voit le bouclier de Captain America avec une grosse main toute rouge qui le tient. Hein. C'est pas du tout Hellboy, mais plutôt le Hulk rouge, qui serait donc incarné tout naturellement par Harrison Ford, énervé probablement par le fait de casser tous ses avions, hein, peut-être. En attendant, on a aussi vu Oscar Isaac qui, quand on lui demande où est-ce qu'il verrait bien refaire surface Moon Knight très prochainement, il dit « Je trouve que les Midnight Suns sont une opportunité formidable, les enfants de minuit, qui est à l'origine une équipe de super-héros du genre qu'on verrait plus au Hellfest qu'en concert de Chantal Goya, quoique, il ne faut pas se fier aux stéréotypes, hein, mais il y avait des Ghost Rider, il y avait Blade, il y avait Morbius, mais il y a aussi eu Man-Thing, Elsa, Bloodstone, il y avait aussi eu Moon Knight aussi dans des itérations suivantes, donc tous des personnages qui sont déjà disponibles dans le MCU, c'est une très très bonne idée. Et puis enfin, James Gunn est beaucoup trop joueur, puisqu'il a dit que sur ces 3 rumeurs, 2 sont vraies et une est fausse. Le réalisateur Darren Aronofsky, à qui on doit l'excellent film The Whale, serait en négociation pour réaliser un film sur Plastic Man, donc l'histoire de ce criminel qui subit un accident et ensuite est sous forme de demi-molle permanente, mais aussi de rédemption, puisqu'il va combattre le crime. 2, un film Teen Titans serait en pré-production. Et 3, le rôle de Ruthie, donc pour le film Supergirl Woman of Tomorrow, serait actuellement en plein casting et il chercherait une meuf entre 18 et la vingtaine d'années pour incarner cette adolescente qui vient solliciter l'aide de Supergirl pour traquer le mercenaire qui a tué son père. C'est un personnage très important, c'est le 2e protagoniste de l'histoire dans le comics, c'est celle surtout à travers qui l'histoire est racontée. Donc je vous laisse me dire, moi je mise sur 1 et 2 j'espère, mais peut-être que c'est finalement 2 et 3. Je vous laisse me dire vos pronostics dans les commentaires.
Saint-Valentin. Dans l'actu purement comics, la Saint-Valentin réunit les couples les plus insolites. C'est historique, on connaît désormais le prix de la nostalgie. 250 $, c'est ce que coûteront les omnibus de la réédition des crossovers entre Marvel et DC Comics à l'époque où les éditeurs voulaient bien en faire se parler encore. Donc du cultissime Superman versus Spider-Man par Jerry Conway et Ross Andru, les co-créateurs du Punisher, jusqu'au cultissime et moins cultissime amalgame, puisqu'il y a vraiment du bon et du mauvais, puisqu'il faut quand même aussi se rappeler qu'on est au milieu des années 90, c'est une période où la bulle spéculative des comic books, de l'industrie vient d'exploser. Quelle meilleure industrie pour avoir des bulles spéculatives que celle de la BD. Bref, en tout cas, c'était des one-shots un petit peu faciles, une tentative désespérée pour faire revenir les gens dans les magasins de comics qui fermaient les uns après les autres. Il y a des concepts marrants, certains mieux exécutés que d'autres. Ils vont rééditer le Bracelet and Bullets, où on voit Wonder Woman, Diana Prince aux côtés de Trevor Castle, le Punisher blondiné. Il y a quasi tout sauf le GLA Avengers de Kurt Busiek et George Perez, qui avait déjà été réédité il y a quelques années à la mort de George Perez, mais en tirage ultra limité, donc j'espère que c'est pour le sortir dans un beau format, puisque ne serait-ce que pour les dessins, ça vaut le coup. Nostalgie aussi, puisque le co-créateur de Venom, David Michelini, revient sur le personnage avec Gerardo Sandoval dans la série, les mini-séries qui se déroulent dans le passé au début du personnage, et cette fois ça s'intitule Venom Separation Anxiety, et on y verra le symbiote être convoité par l'homme pourpre qui utilise donc ses pouvoirs pour le voler à Eddie Brock. Nostalgie toujours, je ne suis pas sommelier, mais le meilleur cru du Punisher, c'est le vignoble Marvel Max, année 2003, le Punisher Max de Garth Ennis, du vin rouge sans, puisqu'on y voit un Punisher qui n'a jamais été modernisé, donc qui est ce vétéran des guerres du Vietnam, donc qui est vieillissant mais qui se débrouille encore pas mal, et donc là, Ennis avec Jason Burrows reviennent sur leur personnage pour ce qui peut être les adieux d'Ennis au Punisher Max dans un épisode qui s'appelle Get Fury, où on verra le soldat Frank Castle envoyer tuer, assassiner le prisonnier des Viet Cong, Nick Fury, puisqu'il en sait beaucoup trop de secrets d'État sur les États-Unis. Je ne crois pas trop au pitch de base, à qui t'a envoyé Castle, pourquoi ne pas simplement sauver Fury, donc il me tarde de découvrir toutes les subtilités de cette histoire dès qu'elle va sortir. Et puis attention, Jonathan Hickman et Sanford Green vont propulser Fatalis dans le futur, où il va devoir, pour sauver le MCU, eh bien, récolter le pouvoir cosmique de Galactus, rien que ça, il sera assisté avec lui de Valeria Richards. La dernière fois que j'ai vu un type autant convoiter les enfants des autres, c'était pas Fatalis, mais Fourniret, attention. Et puis enfin, quand on vous dit de vous méfier des chats, T'Challa évolue et devient T'Challa Dracula. À l'occasion du crossover Blood Hunt, Black Panther devient un vampire assoiffé de sang. Il me tarde de le voir se faire piéger avec une pelote de laine dans laquelle on a enfermé une gousse d'ail, puisqu'en plus, il y aura des chasseurs de vampires. À Union Jack The Reaper, ce sera une seconde mini-série avec un jeu de mots sur Jack l'Éventreur, qui viendra nous montrer apparemment ses talents au pieu. Il y aura aussi une mini-série avec Dracula, qui est un autre personnage que Marvel s'est approprié. Il n'y a pas que Thor, mais bon, là, s'il n'était pas ressorti pour Blood Hunt, il ne ressortait plus. Lisez. Cette semaine, j'ai eu la tête complètement autre chose. J'ai pas lu, mais ce que je sais, c'est que je vais aller m'acheter de ce pas le Odin's de Thomas Giorello et du bon Joshua Dysart. Lisez tout ce que fait Joshua Dysart. Je vais peut-être me prendre aussi Pirate Queen, les comics Bad ID qui arrivent enfin chez Bliss Comics. Et donc, c'est important de soutenir, et surtout que ça a l'air complètement dingue. Et il me tarde que Megalith arrive aussi. Donc c'est plutôt à vous de me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et sachez que ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à réagir sur YouTube, dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, sur les réseaux sociaux également, où vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis toujours. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Un pigeon suspecté d'être un espion chinois relâché après 8 mois de détention en Inde. Voilà qui aurait pu expliquer l'absence de mon beau-frère, mais non, c'était bien un vrai pigeon. Lui aussi, enfin, pas le même, mais bon, je me comprends.